comment allez-vous? Nous commençons avec les informations, passons aux détails, le plus important, ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup de partager, d'être ici dans la communauté, de liker, de nous rendre visite et surtout de faire partie de cette famille, de cette communauté. C'est bien, chaque jour nous discutons, nous parlons et nous essayons de voir ce qu'il y a de plus intéressant, de plus impressionnant dans ce qui se passe dans le monde. Passons aux détails. Commençons par cette image. En ce moment, nous voyons une explosion qui aurait eu lieu en Iran, une autre explosion de plus qui est signalée, cette fois-ci, dans un conflit qui ne s'arrête pas, qui ne cesse pas. Il est vrai que cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle escalade. À la communauté qui arrive, merci beaucoup, je vous souhaite la bienvenue et regardez, d'après les rapports, une série d'explosions est en train de se produire en ce moment. Maintenant, nous allons voir si le type de missile utilisé est confirmé, car ils assurent que la Terre a tremblé au moment où ces explosions sont tombées. Un sujet également, ce type de conflit est aussi utilisé pour expérimenter certains types d'armes, soi-disant de très haute précision, qui ont été utilisées dans ce conflit. Voyons maintenant les détails de la situation. Il y a un avertissement d'ailleurs de la part des services de renseignement des États-Unis dans lequel ils assurent que quelque chose est sur le point de se produire en Europe. Nous allons également parler de ces détails dans un instant. En attendant, on observe aussi cette autre image. D'après ce qui est rapporté, l'attaque qui aurait eu lieu cette fois-ci, selon les détails, il s'agit d'une attaque israélienne contre une base, cette fois-ci une base de la garde révolutionnaire islamique. C'est incroyable. Kerman, là-bas en Iran, regardons la carte pour voir dans quelle zone l'attaque a eu lieu. Et tout de suite, nous reviendrons aux images qui ont circulé. Allons à Kerman, en Iran, pour voir dans quelle partie ils attaquent en ce moment. Ils rapportent sûrement que c'est dans cette zone, c'est une zone profonde. Une zone, c'est une ville, apparemment il y a un aéroport international là-bas, une ville importante. Pas dans ces zones où une analyse des attaques est en cours, disons, qui se déroule en ce moment dans cette région iranienne. Une base, disent-ils, de la garde révolutionnaire est de plus en plus attaquée dans ses infrastructures. Aujourd'hui, on commentait que cette garde révolutionnaire est en gros en train d'opérer. Disons que le guide suprême, il ne sert plus à rien. En ce moment, on n'a pas de nouvelles de lui, ni des politiciens non plus. Et il y a, une façon d'opérer assez étrange. Chez les Iraniens, ils ont une sorte de gouvernement fantôme, qu'ils appellent le Viat, ce fameux Viat. C'est lui qui gouverne, vraiment. Une chose, ce sont ceux qui sont là devant, mais eux, ils ont un gouvernement parallèle. Pour chaque dirigeant, pour chaque personnage qui est au gouvernement, ils ont un équivalent parallèle, qui a aussi la capacité de donner des ordres, et même la capacité de bloquer l'autre, au cas où ce serait nécessaire. À ce niveau-là, donc, il est très compliqué que le régime finisse par s'effondrer à 100%. C'est aussi pour ça qu'on voit ce genre de réaction. Maintenant, il y a aussi cette autre image. Voyons si nous pouvons la voir. C'est une image qui a été rapportée là-bas. C'est évidemment une image où ils exhibent ce type de missiles, des missiles qu'ils affirment avoir, mais qu'ils n'ont pas encore utilisés. Mais qu'ils pourraient utiliser à tout moment. On va en parler tout de suite. Que se passe-t-il avec ce type d'armement? Pourquoi le montre-t-il de cette façon? Et j'insiste, cela fait aussi partie de la guerre de la communication, n'est-ce pas? Qui se vit aussi dans ce type de conflit, où on n'observe pas seulement, disons, les explosions, non, mais ils essaient aussi de montrer un peu ce qu'ils ont de plus moderne, ce qu'ils possèdent de plus avancé. En ce qui concerne les conflits, non, c'est aussi un autre sujet qui attire l'attention. Un autre sujet, voyons si nous pouvons le mettre ici. Regardez cette image. Une autre image qui attire aussi l'attention en ce moment. En attendant Astrid, non, qui est ici, sur le point de revenir avec nous, elle est en train de faire quelques trucs. Mais regardez cette image, voyons si on peut la mettre ici. Ça fait partie des plaintes qui sont en train d'apparaître aux États-Unis, évidemment. On s'y attendait, on voyait venir des plaintes à cause de la hausse du pétrole, du gaz et du diesel. Non, c'était quelque chose qu'on voyait venir.
Et regardez, ils ont tout essayé. Aujourd'hui aussi, ils ont sorti plus de réserves. Ils ont annoncé officiellement qu'ils allaient les utiliser, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, l'or chute, mais chute de façon incroyable, hein? Ces derniers jours, il a chuté de 20%. Imaginez-vous, un cinquième de la valeur de l'or au niveau mondial a chuté, c'est quelque chose de très intéressant. En ce moment, un cinquième de la valeur mondiale de l'or a chuté. Qu'est-ce qu'il voit? Et cela fait aussi tomber toute une série de récits, de choses qui se passent en ce moment. Et que, comme on le voit dans beaucoup de ces occasions, dans beaucoup de ces, mouvements géopolitiques, on observe que les réactions des marchés vont vers la sécurité. Et où pensez-vous que se trouve la sécurité en ce moment? Pour commencer, le pétrole, non. C'est-à-dire que le pétrole est celui qui ne cesse d'augmenter de prix. Même si aujourd'hui, et avec cela, la situation lui échappait des mains, aujourd'hui, ça lui échappait, le prix a presque atteint les 120 $. Là, ils sortent les grosses armes et les réserves. C'est à ce moment qu'on observe la chute. Maintenant, c'est vraiment important, non? Par ailleurs, une autre image marquante, outre les plaintes sur la hausse de l'essence, c'est une de ces images de renseignement qu'ils ont montrées où l'on observe des fragments, apparemment, d'un missile balistique intercepté. Il s'agit d'un missile balistique iranien, selon ce qui est rapporté. Voyons, regardons si on arrive à le voir par là. Regarde, c'est vraiment impressionnant, non? Des morceaux qui tombent là, c'est extrêmement dangereux. Évidemment, on leur a dit de se mettre à l'abri dans les refuges. Selon ce qui est rapporté, des images enregistrées ce soir montrent ce qui. Un fragment d'un missile balistique intercepté, lancé par l'Iran, a failli toucher une personne qui filmait cette vidéo dans une rue de Haïfa, dans le nord d'Israël. Regardez là les morceaux, c'est extrêmement dangereux, évidemment, et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça ces derniers jours. N'est-ce pas qu'ils ont montré un peu ce genre de situation, non? Qu'en penses-tu? C'est dangereux que les gens osent rester dehors, franchement, parce qu'un morceau de ça, ce n'est pas un petit morceau, c'est un gros morceau, vraiment. Et à une vitesse fulgurante. Bien sûr, en chute libre, imaginez-vous, oui, c'est super dangereux, mais bon, il se passe quelque chose chez l'être humain, c'est impressionnant, il se passe vraiment quelque chose chez l'être humain. La curiosité, non. Non, je ne pense pas que ce soit la curiosité, car c'est impressionnant de voir des images de gens dans les bars filmants ou les drones qui filment. On s'y habitue ou quoi? Je crois que les gens s'habituent. Oui, ils perdent la peur, ils n'ont plus peur de ça. Et dans de nombreuses occasions, pour moins que ça, les gens se cachent, n'est-ce pas? C'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment être attentif à ce qui arrive, parce que ce sujet est vraiment sérieux. C'est-à-dire le fait de s'habituer à un conflit armé. On l'a vu aussi en Ukraine, par exemple, pas en Russie, mais surtout en Ukraine, où ils sont constamment bombardés, et ils vont dans les abris et tout ça. Mais là-bas, ils emmènent déjà leurs instruments, leur musique, enfin, ils essaient de passer un bon moment dans la mesure du possible. N'est-ce pas impressionnant la façon dont ils s'adaptent à cette situation? Un autre point qui attire l'attention, c'est cette image. On a signalé que les États-Unis déploieraient actuellement 10 Warthog, des hélicoptères Apache et des munitions anti-bunker de 5000 livres. Ils assurent que cela pourrait être une préparation. Nous allons en parler tout de suite pour la prochaine phase. Il se passe quelque chose d'étrange dans le détroit d'Ormuz et dans cette région. Il me semble que quelque chose va bientôt se produire. Nous parlerons aussi de ce sujet. Une autre image qui a également surpris ces derniers jours, ce sont les audiences des politiciens concernant la question de l'Iran. Au final, c'est la démocratie dans ce pays, aux États-Unis. Et même si Donald Trump veut soudainement faire ce qu'il veut, il doit rendre des comptes et son cabinet doit rendre des comptes. Cette fois-ci, soudainement, lorsqu'ils rendent des comptes, ils font des commentaires qui, indirectement, peuvent, révéler des choses également préoccupantes pour d'autres pays. Cela s'est-il produit, par exemple, avec le Mexique, ou cela s'est-il aussi produit avec d'autres pays d'Amérique latine, d'Asie, et cette fois-ci, avec l'Europe. Selon les services de renseignement des États-Unis, il y a une alerte dans laquelle ils observent des risques d'attentats possibles ou potentiels. Cela est pour deux raisons fondamentales. La guerre, évidemment, qui est en cours.
la polarisation qui s'est créée entre les groupes musulmans radicaux et, évidemment, l'excès de migration que l'on a connu ces dernières années. Aujourd'hui, le commentaire que fait Emmanuel Macron à ce sujet attire beaucoup mon attention. Ou comme, maintenant, en avertissant qu'il ne compte absolument rien faire concernant le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de s'impliquer dans cette affaire. De plus, ils formulent à nouveau une critique, non seulement sur le détroit d'Ormuz, mais aussi sur la guerre en Iran, affirmant que c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et ils critiquent aussi. Et les attaques contre le Liban en affirmant également que ces attaques sont illégales et qu'elles ne devraient pas avoir lieu. Bref, une série de commentaires de la part de la France vraiment assez forts. Un autre sujet qui attire également l'attention, ce sont ces images. Enfin, il y en a beaucoup. Elles ont circulé, ceci. Des vidéos dans lesquelles, selon des sources officielles, ils auraient dit qu'il y a eu des attaques, des bateaux sur la côte de la mer. La mer Caspienne, en Iran, était en soi-disant chargée d'armes russes et de drones, selon ce qui a été rapporté. Voici l'un des moments les plus intéressants de la journée. Allons-y. Remarquez que la participation de la Russie et la participation de l'Iran dans ce conflit, ce même l'Iran. Participant à la guerre contre l'Ukraine, comme la Russie, participant à la guerre contre Israël et contre les États-Unis. Aujourd'hui, il est révélé qu'en Ukraine, la quantité de drones utilisés par la Russie a diminué, et c'est étrange qu'ils utilisent moins de drones. Il s'avère maintenant que les Iraniens recevraient tant pas la même aide qu'ils ont donnée, ils recevraient qu'en fait des drones de la Russie, selon ce qui est rapporté. Et cela, la quantité de drones que les Russes envoient aux Iraniens, regardez, c'est l'inverse. Est-ce que cela ferait que la Russie lance moins de drones en ce moment ? Un sujet qui attire aussi l'attention, comment vois-tu cette question ? Comment vois-tu ce sujet ? Oui, aujourd'hui, il est révélé qu'ils ont reçu ces drones. La Russie envoyait des drones en Ukraine, un sujet qui attire l'attention parce que, il n'était pas logique que le nombre de drones en Ukraine diminue. Au final, l'Ukraine, a perdu de l'armement à cause de la guerre avec l'Iran. Cela a été confirmé par ce Zelensky il y a quelques jours. Malheureusement, ils ont déjà commencé à constater cette baisse dans les approvisionnements pour la guerre. Pendant qu'en Ukraine, on n'a pas dit de ne pas détourner l'attention de la guerre qui se passe de ce côté. Parce que, également, il y a des mouvements de la part de la Russie concernant l'OTAN, concernant la question baltique. C'est tout. Aujourd'hui, ce matin, nous vous avons rapporté une interception qui a été effectuée par l'Europe, par l'OTAN. Lors d'une incursion sur le territoire d'une île d'Estonie, la Russie a fait voler l'un de ses avions militaires, un Su-30. Et bien sûr, cela a évidemment déclenché les alertes, parce qu'en plus, il avait le transpondeur éteint, et en plus, il ne répondait pas à la radio. Bref, il ne respectait aucun des protocoles requis pour survoler ou s'approcher d'un pays. Si cela se passe aux États-Unis, ils l'abattent. C'est-à-dire que là-bas, dans les pays baltes, ils ont fait preuve de beaucoup de patience sur ce sujet. Mais oui, si cela arrive, par exemple, en Turquie, la Turquie a déjà abattu des avions russes pour ce genre de choses, ou si cela se produit sur ton territoire, ils les abattent. Dans le cas de l'OTAN, jusqu'à présent, elle a une politique très flexible à cet égard. Ils ont laissé les Russes passer. Oui, ils envoient l'avion et leur disent de ne pas passer, ils ont parlé aux diplomates chargés d'affaires qu'ils ont là-bas en Estonie. Ils lui ont passé un savon ? Oui, mais le point c'est qu'ils continuent à le faire constamment. Un sujet qui, du moins jusqu'à présent, ne s'est pas arrêté. Un autre sujet qui attire aussi mon attention, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une réunion entre Sanai Takaichi et Donald Trump en personne. Ils se sont vus en face à face. Pourquoi faire ? Précisément pour parler de ce sujet qui affecte énormément le Japon, à savoir le détroit d'Ormuz, et sur lequel ils voulaient négocier. Quelque chose qui aiderait les États-Unis à mettre de l'ordre dans cette région du monde. La première ministre a assuré qu'elle avait demandé au président des États-Unis d'aider à résoudre rapidement la limitation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Rappelons que le Japon reçoit 90% du pétrole dont il dispose ou dont il a besoin de cette région.
Et même s'ils ont dit qu'ils disposent de réserves suffisantes pour tenir, le fait est qu'il y a quand même un impact sur les prix et cela génère aussi de l'inflation. Et aussi, quand il y a de l'inflation, qu'est-ce qui se passe avec les pays producteurs? Comment? Comme le Japon qui produit notamment de la technologie. Eh bien, les gens arrêtent d'acheter, la consommation diminue et donc, ils n'achètent pas de voitures, ils n'achètent pas d'appareils électroniques. Et tout cela a un effet énorme sur le Japon en particulier. C'est au-delà, c'est quelque chose qui va au-delà du pétrole, dit-il. Bien que la conversation ait porté sur d'autres sujets, également délicats. Néanmoins, ils disent donc qu'il existe des décisions et des actions qu'ils pourraient entreprendre pour essayer de libérer, pour ainsi dire, le détroit des armes. Mais il n'y a pas eu d'engagement clair. Il faut rappeler que dans le cas du Japon, l'article 9 de sa constitution les oblige à être un pays pacifiste. Un sujet que d'ailleurs Sanae Takaichi cherche à obtenir suffisamment de soutien politique interne. Bien qu'elle ait actuellement beaucoup de soutien, il faut rappeler qu'il y a eu des élections et que Sanae Takaichi les a parfaitement remportées. Elle a néanmoins encore besoin de plus de parlementaires pour pouvoir effectuer un changement constitutionnel. Là, ce n'est pas si simple. Même au sein de son propre parti, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, donc elle devrait les convaincre et ensuite voir s'il est possible de modifier le fameux article 9 de la Constitution japonaise et ne plus être un pays 100% pacifiste, mais plutôt un pays qui pourrait s'impliquer dans d'autres conflits internationaux. Ou, eh bien, comme ils prennent aussi des tournants, pas ce genre d'histoire. Et en ce moment, là où il y a un tournant de la part du Pentagone, c'est précisément dans le détroit de ce que l'on observe, en raison des mouvements mentionnés, d'hélicoptères Apache et d'autres avions. On parle d'un autre navire amphibie qui se dirige également là-bas, vers le Moyen-Orient, un autre amphibie des États-Unis, avec plus de troupes américaines. Donc le calcul que font les experts, c'est qu'il y a un mouvement de troupes. Vont-ils libérer le détroit ou chercher autre chose? Plusieurs théories existent, nous en avons déjà parlé. Regardez la vidéo si possible. 5 scénarios sont actuellement observés. 5 scénarios, disons, sur pourquoi et où les troupes seraient à déployer. Je vais passer au scénario, disons, final, qui est le scénario de positionner des troupes à différents endroits ou de lancer une attaque complète. Si cette attaque a lieu, si le scénario le plus important se produit, ce serait en gros d'aller contre tout l'Iran, c'est-à-dire pas pour le conquérir, mais pour aller et mettre fin au régime. Très à la manière de Saddam Hussein, très à la manière de l'Afghanistan, même si en Afghanistan, clairement, ça n'a fonctionné qu'à moitié. Parce que oui, pendant un certain temps, il y a eu un gouvernement là-bas, mais c'était juste un gouvernement faible, un gouvernement qui n'a pas réussi à se maintenir par lui-même. Même s'ils ont eu le soutien, l'entraînement et tout ce que tu veux, non? Dans ce cas, les talibans ont été plus cohérents dans la façon dont ils ont repris, disons, repris entre guillemets, parce qu'ils n'avaient jamais eu le gouvernement. C'est-à-dire, ils n'ont rien récupéré, en fait, ils ont gagné le gouvernement, parce qu'ils n'avaient jamais eu besoin de gouverner complètement. Il n'y avait pas d'autres groupes, juste d'autres secteurs, mais avec la guerre, le gouvernement s'est encore plus affaibli, paradoxalement. Alors, que peut-il arriver? C'est pourquoi, quand on demande qui gagne la guerre ou qui va gagner la guerre, qui sait? Non. C'est-à-dire, parce que gagner, ce n'est pas seulement celui qui tire le plus, mais c'est aussi celui qui est le plus durable, celui qui tient le plus longtemps, celui qui atteint ses objectifs, etc. Non, en ce moment, ils en sont à la phase 2,5, comme ils disent d'eux-mêmes. Une phase où ils ont renversé les élites et ont presque détruit toute l'infrastructure militaire. La phase 2, c'était quoi en fait? C'était essentiellement de renverser le gouvernement pour que la phase 3 arrive et que les gens prennent leur propre initiative et finissent par les faire tomber, mais jusqu'à présent ça ne s'est pas produit. Et contrairement à d'autres pays, comme par exemple la Libye, non. Quand il renverse ce personnage, comment s'appelle-t-il? Kadhafi, non? Celui-ci, contrairement à d'autres pays, est un pays avec une culture, une préparation, des choses plus complexes que les talibans? Non. Chacun a son style, ce que tu veux, mais s'il y a bien une chose qu'on reconnaît à l'Iran, c'est qu'il a de bonnes universités, beaucoup de jeunes, beaucoup de préparation. Et non, c'est tout. Je parle de la préparation des gens qui ont protesté et qui sont contre le régime, mais aussi des gens qui sont à l'intérieur du régime.
Ça se voit, en fait, même malgré la force des attaques. Je veux dire, les attaques ont été fortes, mais eux aussi ont réagi de manière tout aussi forte, non? Donc c'est un sujet qui reste important. Un autre point dans ce conflit, c'est ce qui se passe avec les services de renseignement des États-Unis. Parlons-en. Là, on peut voir, sur cette image, je ne sais pas si on la voit bien, on peut voir cette image que Zend, Defender, a publiée, où il y a des mouvements qui, selon eux, feraient partie de tout cela. C'était le 18, soi-disant, quand ça a été enregistré, pas hier. Selon les rapports, il y aurait là 4400 fusiliers marins répartis en deux groupes. Il s'agirait de deux groupes amphibies qui convergeraient simultanément. Dans le Golfe, et pas du Mexique, dans le Golfe d'Oman en tout cas, et le Golfe Persique. J'ai des doutes qu'ils aillent jusque-là, mais s'ils le font, eh bien nous parlerons alors d'un tournant important dans ce conflit. Et Parmi les déclarations faites par les services de renseignement avec cette gabarde, non avec cette Tulsi Gabbard, ce qu'ils ont dit, c'est que, eh bien, elle le reconnaît. Elle a reconnu deux choses. Premièrement, oui, le gouvernement iranien est intact, non. Mais elle disait aussi que, eh bien, ce gouvernement, le gouvernement iranien, a été un gouvernement qui passe pratiquement son temps à opérer à l'étranger. C'est un gouvernement. Voilà pourquoi les propos des services de renseignement américains pour l'Europe, du ils voient donc qu'il va se passer des choses. Non, il va y avoir, eh bien, des attentats potentiels. Non. En gros, ce qu'ils disent et qu'ils font, c'est qu'ils lancent un avertissement. Parce que c'est ce qu'ils observent. Je n'ai pas vu ça en ce moment, et je trouve ça très étrange. Après tout ce qui s'est passé, je n'ai pas vu ces publications que font habituellement les Danois. Ce sont les Danois, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, n'est-ce pas? Que dire de plus? Ceux qui diffusent régulièrement des rapports de renseignement. Eh bien, Israël, évidemment, non. Israël publie aussi ses rapports. Certains les publient, certains, eh bien, non, ne le font pas, non. Dans leur cas, normalement, quand il y a des problèmes, ils publient quelque chose et montrent un peu. Quels sont les problèmes? Aujourd'hui, quand on voit Macron, cette image s'impose. Regardez, vérifiez ce qu'il dit. Passons maintenant aux détails. pas pour l'aider à structurer une réponse, une solution, et il y a des stratégies que nous avons mises en place. Merci. Le président Macron affirme que l'opération militaire terrestre israélienne, attention, l'opération militaire terrestre contre le Liban, ainsi que les bombardements seraient tout simplement inacceptables. C'est en partie, disons, ce qu'il commente aujourd'hui également dans cette autre vidéo. Voilà, il dit Macron affirme que les discussions n'avancent pas bien. Et cela aussi, eh bien, concernant la Russie, l'Ukraine, il commente aussi que ces discussions ne se sont pas bien passées. Autrement dit, les discussions. Parle-t-il de la paix? Il faut rappeler que Macron a cherché à jouer un rôle de premier plan dans la question de l'Ukraine et de la Russie. Pas exactement. Il y a peu, il a eu un appel avec l'un des conseillers, enfin des responsables du dossier ukrainien, car il faut rappeler que Poutine ne parle directement à personne. En résumé, ils ont traité Macron d'imbécile, lui criant même au téléphone qu'il l'était. Je crois que c'est là que l'appel s'est terminé, n'est-ce pas? Oui, eh bien, imagine, c'est le ton, il l'assure. Les conversations n'avanceront pas bien. Parce qu'il s'agit de gens qui disent de toujours non, qui ne veulent pas la paix. Et en parlant d'imbécile, eh bien celui-ci. Passons à l'un des plus gros trolls qui ait eu lieu, dans ce cas qu'on a à Bruxelles. Au Parlement européen? Le Parlement européen. Eh bien, la vidéo, celle-ci, dure 5 minutes, mais elle est incontournable. Il faut vraiment la regarder en entier. Eh bien, nous allons vous la faire écouter. Apportez vos petites balles. S'il vous plaît, donnons un peu de contexte. Qui a été trollé? Ici, ils sont en train de troller Viktor Orban, le président de la Hongrie, un président qui sert essentiellement de marionnette à la Russie, à Vladimir Poutine. Et il s'est essentiellement consacré à bloquer toute aide destinée à l'Ukraine ou à exiger que le soutien soit arrêté.
On dit aussi qu'il a volé pas mal d'argent à son pays, enfin qui était destiné à son pays parce que ça vient de l'Union européenne. Oui, il a de graves accusations de corruption, de vol. Oh, Et il reste président à cause d'une situation d'urgence qu'il a lui-même instaurée, pas vraiment parce qu'il y a eu des élections. une sorte de tentative de dictateur, en gros, Ce Viktor Orban, qui d'ailleurs est un proche de Donald Trump. Non, vous imaginez bien, ce sont les... cette histoire de paix. Celui-ci, imaginez-vous, c'est un personnage qui fait partie de ce groupe de paix à Gaza, un personnage très étrange, vraiment incroyable. Mais au final, eh bien, au moins d'après les derniers sondages qui ont été réalisés, et les élections, non, il y en a eu une. Il va y avoir des élections. Cette année, il me semble qu'elles auront lieu en avril. Son adversaire, super populaire, évidemment, un autre, totalement opposé. Non, il n'est pas plus pro-Europe ni pro-Russie. Eh bien, voyons comment le Parlement va le troller. Parce qu'en gros, en Europe, au Parlement, il est vu comme comme un traître. En gros, oui, parce qu'il a donné tout le poids à Poutine et, écoutons-le. Quel discours, monsieur Orban, quel discours? Il dit qu'il veut la démocratie et il se vante de ses majorités au Parlement hongrois. Cependant, depuis des années, il ne gouverne que par décret d'urgence. Auriez-vous si peur de la démocratie, monsieur Orban? Il dit qu'il est en faveur de la sérénité nationale, mais il invite des policiers chinois à surveiller la population dans son pays. Il dit qu'il veut arrêter la migration, mais il laisse entrer des espions russes dans notre système Schengen et il appelle cela une carte nationale. C'est ce que vous faites, monsieur Orban. Vous n'êtes pas un patriote. Vous n'êtes qu'un idiot utile de la Russie et de la Chine. Voilà la pure réalité des choses. Ligna dit qu'il veut lutter pour une plus grande compétitivité économique. Mais il continue d'introduire de nouvelles lois et taxes sur les entreprises pour expulser les concurrents européens de son pays. Il a transformé la Hongrie en une république bananière, il a volé sa population et a enrichi sa famille et ses amis. Sous son mandat, la Hongrie est devenue l'un des pays les plus pauvres et, officiellement, le plus corrompu de l'Union européenne. Merci, quel scandale, quel fardeau pour votre peuple. Monsieur Orban, s'il vous plaît, démissionnez pour que la Hongrie redevienne grande. Le Parlement européen est le cœur battant de la démocratie européenne, et ce Parlement est l'ennemi juré des autocrates. Comme vous, monsieur Orban, vous êtes le politicien le plus corrompu, vous et vos complices. Vous avez volé de l'argent à une échelle insensée. Au moins 14 milliards d'euros qui sont arrivés dans votre pays pendant votre mandat ont disparu. Qui a déjà volé des fonds de l'UE, équivalent à plus de 10 000 transports d'argent. Et le plus grand tour qu'il ait fait, c'est de distraire les gens de son vol, avec de la haine envers les minorités, avec de la propagande sur le genre, avec de prétendues initiatives de paix. Mais cet argent était destiné à réparer les routes, les écoles et à bénéficier aux Hongrois. Mais à la place, vous construisez un stade de football dans votre jardin, vous construisez des palais. Et vous avez fait de votre ami d'enfance, Messai, l'homme le plus riche de Hongrie. Monsieur Orban, nous voulons que vous nous rendiez notre argent. Et pour nous tous, nous devons arrêter ce vol. Plus de fonds de l'UE pour la Hongrie. Retirons-lui son droit de veto et arrêtons de l'inviter ici, dans ce Parlement. À la place, il devrait y avoir un mandat d'arrêt européen, n'est-ce pas? Notre maison de la démocratie vient de servir de plateforme à la propagande du Premier ministre Orban, parce que la vérité ne sert pas ses intérêts. La vérité, c'est qu'il est un corrompu, déloyal et impitoyable violeur des valeurs les plus fondamentales de l'UE. Au lieu de l'écouter, nous devrions donner le micro au peuple hongrois, qui fait face aux difficultés quotidiennes de vivre sous son autocratie. Aux enseignants, juges, défenseurs des droits humains, journalistes et universitaires qui luttent pour les valeurs que représente l'UE, qui exigent simplement les mêmes libertés et protections que tout citoyen de l'UE. Cependant, cet homme les punit avec des campagnes de diffamation et des enquêtes intimidantes. Cependant, une solide majorité dans cette Assemblée défend nos alliés et unit réellement ses forces. Et nous exhortons le Conseil et la Commission à répondre avec toute la fermeté nécessaire. Tout comme Orban le fait avec sa destruction, cette présidence ne remplit pas son devoir de tenir une audience.
Conformément à l'article 7.1, nous exhortons le Conseil à utiliser l'article 7, paragraphe 2, et à empêcher qu'Orban ne prenne en otage la prise de décision de l'UE et à la Commission de maintenir les fonds de l'UE gelés jusqu'à ce que l'état de droit soit réellement rétabli. Soyez cohérents, crédibles et agissez avec urgence. Si nous ne pouvons pas protéger nos citoyens de l'UE contre les autocrates, notre démocratie européenne est vouée à l'échec. Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous souhaitez débattre des priorités politiques de la présidence hongroise. Par exemple, vous dites que vous voulez renforcer la défense européenne, que vous voulez reprendre le contrôle de la frontière extérieure. Je salue ces priorités. Le problème, c'est que vous et votre gouvernement agissez de manière opposée. Au lieu de vous concentrer sur le renforcement de la défense de l'Europe, vous êtes allé à Moscou pour serrer la main. L'homme qui ne veut rien d'autre que détruire l'Europe. C'est l'homme qui a lancé une guerre d'agression contre son propre voisin, l'Ukraine. Au lieu de garantir une frontière extérieure solide et d'accroître la sécurité intérieure de l'espace Schengen, son gouvernement a décidé de faciliter l'accès à l'Union à de potentiels espions et saboteurs russes. C'est la vérité. Nous n'avons aucun problème à parler de vos priorités. Mais je dirais que les citoyens de Hongrie et d'Europe méritent mieux. Et croyez-moi, le changement viendra aussi en Hongrie. Avec le parti TISA. Préparez-vous. Voilà le méga troll. Depuis les derniers sondages, je veux dire parce qu'il disait ici qu'il a 60% d'approbation, eh bien oui, il a eu cette approbation à un moment donné. C'est pour ça qu'il était là. Mais les derniers sondages montrent une chute énorme dans ces mêmes sondages qui arrivent pour les élections. Il a perdu, mais de beaucoup. Nous allons voir si cela se maintient. Mais Orban est sur le départ, à moins qu'il ne triche ou qu'il ne fasse autre chose. Je ne vois pas comment les gens voudraient voter pour lui. C'est-à-dire, en ce moment, tricher, si quelqu'un veut tricher. Ça, c'est tout à fait sûr. L'une des interprètes de Vladimir Poutine, pour que l'on voit la proximité, aide Orban sur la question des votes. Donc, on ne peut pas être plus distrait, ce n'est pas possible. Écoutez, il y a eu où il se produit un séisme assez fort, malgré l'éloignement. Il faut en parler, surtout vu sa puissance. Un séisme de 6,3, d'après ce qui est rapporté, aurait provoqué cela, il se serait produit dans l'océan Atlantique. D'après ce qu'ils disent, cet océan, ce séisme. Il atteindrait donc les environs, peut-être, je ne sais pas si c'est du côté du Chili ou de l'Argentine, parce que je l'ai vu dans différentes options. On va dire que c'est on va dire que c'est près de l'Antarctique, non ? C'est un séisme très au sud et qui, d'après les rapports, a été d'une forte magnitude, mais en plus d'une profondeur très superficielle. C'est-à-dire le séisme s'est produit presque à la surface, on parle de 2-3 km de profondeur, selon le... Oui, c'est très étrange, vraiment. Maintenant, ce qui attire aussi mon attention, c'est qu'aucun tsunami n'a été déclaré, n'est-ce pas ? Si c'était le cas, ce serait pour la zone et ses environs. Vérifions les dernières infos, cela a peut-être changé, mais la dernière donnée de l'USGS était celle que je viens de mentionner. Regardez, voici la zone. Oui, ça a déjà changé à 6,6. Ce n'est plus préliminaire, donc la donnée est maintenant correcte. C'est celle qui va rester, c'est un 6,6. Faites attention à ce sujet. Jusqu'à présent, aucun changement dans la houle n'a été signalé selon les capteurs installés dans l'océan. Jusqu'à présent, la profondeur est désormais définitive. 4,9 km, ce qui reste très superficiel, ce n'est plus autant qu'on le disait tout à l'heure, entre 2 et 3 km, mais bon, 4,9 km de profondeur, c'est très superficiel. Et pour l'instant, j'insiste, il n'y a pas d'alerte ni rien, donc bon, on va laisser l'information là, non ? Aujourd'hui, il y a eu 2 séismes de magnitude 6, dont celui-ci, regardez, il se serait produit. Il y en a eu un à Emanuatu, là-bas dans le Pacifique, non ? Donc 2. Et l'autre ? Un qui a eu lieu presque en Antarctique, pratiquement, et un autre. Ça s'est produit à Manhuato, 2 séismes, magnitude 6. Pour les deux, il n'y a pas de rapport de tsunami. Même si l'un est à 4 km de profondeur
et l'autre à 10 km de profondeur. Celui du Pacifique est un peu plus profond. Tout de même, eh bien, cela attire aussi l'attention aujourd'hui, c'est une partie importante de ce qui a été signalé. Passons à d'autres sujets, à d'autres thèmes également importants. En attendant, écoutez. Aujourd'hui, une série d'annonces ont été faites par Delcy Rodriguez, dans lesquelles on voit qu'elle a effectué des changements importants. Au sein, disons, des militaires, non de la haute hiérarchie militaire vénézuélienne, où de nouveaux chefs ont été nommés dans l'aviation, la marine et la milice, cela reconfigure la haute hiérarchie militaire vénézuélienne. La présidente par intérim a destitué le chef du commandement stratégique opérationnel de la Force armée nationale bolivarienne, Domingo Hernández Laez. Elle avait déjà écarté ce padrino. Lopez, je crois que c'est ça, non? Oui, à mon avis, Padrino Lopez. N'est-ce pas? Et celui-ci? Le gouvernement du Venezuela a nommé Royman Hernández Briceño comme nouveau commandant général de l'aviation militaire et Jorge Agüero Montes comme chef de la marine. Et Nayad Lokibi Belmont à la tête de la milice. Selon les informations, cela a été annoncé aujourd'hui, le 19 mars. Ce n'est pas... C'est important, non? Cela fait plusieurs jours qu'elle agit ainsi, ce n'est pas la première fois. Elle a aussi écarté le prête-nom de Maduro ainsi qu'un autre personnage. Il doit sûrement se passer quelque chose. Quelque chose est en train de bouger, non? Quelque chose bouge par là, c'est bon. Aussi, probablement des mouvements qui sont déjà négociés avec les États-Unis. Il faut rappeler que les États-Unis sont très proches de tous ces mouvements. Pendant ce temps, Trump continue de dire qu'il s'entend super bien avec Delcy. Cela montre que cette bonne entente a aussi un lien avec la façon dont Delcy Rodriguez opère, qui, eh bien, a nommé des commandants, a fait des changements qui montrent qu'elle est aussi en train de solidifier le pouvoir. N'est-ce pas? Aucun signe qu'il va y avoir des élections, aucun signe qu'il va y avoir un changement ou que les élections passées vont être respectées. Ça, clairement, n'est pas en train de se produire. Du moins pour le moment, non. Un autre sujet très important que nous avons aussi aujourd'hui. Nous avons aussi que les États-Unis enquêtent déjà sur la question du F-35 car il n'est pas très clair pourquoi il a dû effectuer cet atterrissage d'urgence. Mais il est très intéressant de rappeler que le F-35 a essentiellement été vendu comme un avion indestructible qu'il est très difficile à abattre et, eh bien, selon 2 sources proches du dossier, ce chasseur F-35 a effectué un atterrissage d'urgence sur la base aérienne américaine au Moyen-Orient. Il pense donc que ce serait un tir iranien qui l'aurait atteint. Le capitaine, il s'appelle Tim Hawkins, est le porte-parole du commandement central des États-Unis. Il a déclaré que l'avion furtif de 5e génération effectuait une mission de combat au-dessus de l'Iran lorsqu'il a été contraint d'atterrir en urgence. Hawkins ajoute que l'appareil a atterri sans aucun problème, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé et que cet incident fait l'objet d'une enquête. Parce que, eh bien, le jour 2, ils se vantent devant Trump qu'on ne leur tire pas dessus, qu'ils peuvent entrer comme chez eux, par l'Iran, en gros. Exactement. Il existe une image supposée, mais elle n'a pas encore été confirmée comme étant celle des Iraniens. Où l'on voit où quelque chose frappe, une attaque, une artillerie, je ne sais pas. Au F-35, et alors l'avion, eh bien ce qu'il fait, c'est qu'il revient et atterrit en urgence sur une base. Mais comment? Et le pilote va bien et tout. Mais ça attire quand même l'attention. Eh bien comment l'ont-ils vu? Parce qu'en théorie, ce sont des avions furtifs, qui ont beaucoup de systèmes de défense, etc. Donc, eh bien, il faudrait installer une base là-bas, supposée, n'est-ce pas? Mais bon, ça fait partie, disons, de ce que... Non. Oui. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Sur ce sujet, passons aussi à d'autres questions importantes. Il y a deux pétroliers qui semblent apparemment se diriger vers Cuba, non, 2 pétroliers. Ils disent donc, eh bien, l'un vient de Chine, n'est-ce pas? C'est un navire de Hong Kong, et l'autre est un pétrolier de Russie. Celui de Russie, nous en parlions aujourd'hui. Mais des analystes maritimes assurent que les pétroliers seraient en route pour arriver à Cuba, l'un battant pavillon de Hong Kong et l'autre pavillon russe. Ils seraient donc, eh bien, l'un d'eux est sur le point d'arriver à Cuba et l'autre serait en route.
Les pétroliers portent le nom de Seahorse et battent pavillon de Hong Kong. C'est celui qui a été, on ne l'a jamais vu faire des zigzags, non, pas ce Seahorse. C'est aussi ce dont nous parlions aujourd'hui. Mais maintenant, ce que vous voyez, c'est qu'il se dirige vers Cuba. Apparemment, ce n'est pas un trajet qui va, dans cette direction. Il faut se rappeler que, l'idée était censée être, ou l'accord, entre guillemets. Ce n'est pas que le pétrole arrive officiellement à Cuba, comme ce que le Venezuela envoie. Parce que maintenant, le Venezuela peut déjà envoyer du pétrole à Cuba, mais c'est un pétrole qui doit arriver avec certaines restrictions d'utilisation. Dans ce cas, ce sont des navires, du moins dans le cas russe, c'est un navire fantôme. Je ne sais pas, là vraiment, qui va contrôler le pétrole, ni rien de tout ça, non. Mais on parle au moins du fait qu'ils essaient. Non, c'est comme ça que ça se voit? Non, je parle de ce que l'on voit. Jusqu'ici, aucun autre sujet n'est abordé dans ce sens, passons à d'autres affaires importantes. Il y a déjà un successeur pour Lila Harijani et son nom est Joséine de Gam. Il a été le remplaçant. Nous verrons maintenant combien de temps il restera et il est le secrétaire, maintenant général, du Conseil de sécurité et de défense nationale d'Iran. Ce personnage, qui est déjà un vétéran, est un commandant vétéran de la garde révolutionnaire islamique. Il est aussi un ancien ministre de la Défense. Il a donc joué un rôle clé dans les opérations militaires de l'Iran à l'étranger. C'est son rôle principal ou c'était son rôle principal? Là-bas, dans les années 80, il a aidé à superviser les activités de la garde, au Liban par exemple, et aussi il a posé les bases de ce qu'est le Hezbollah au Liban, que nous voyons maintenant. Et il a également été lié par exemple à un attentat qui a eu lieu à Beyrouth. Là-bas, en 1983, où 241 Américains et 58 soldats français ont perdu la vie. Voyons combien de temps il restera à ce poste. Exactement. Je salue chaleureusement Patry. Salutations, Patry. Et il commente ce qui suit, il dit « Pourquoi les États-Unis ne saisissent-ils pas le navire russe sanctionné ?» Il est probable qu'ils le saisiront, d'autant qu'ils ont déjà saisi plusieurs navires russes dans cette zone. Donc, très probable, ce qu'ils pensent qu'il va se passer, c'est qu'il est possible qu'ils le saisissent, à moins qu'il y ait un accord avec les États-Unis, il est très probable qu'ils finiront par le saisir, cela s'est déjà produit avec d'autres navires, non. Ce qui est surprenant, c'est que jusqu'à présent, le navire soit toujours là. Normalement, ces navires finissent par repartir. C'est mieux quand ils voient que les Américains sont là, car ils sont toujours présents. Alors, on va attendre, on va voir s'il arrive, s'il n'arrive pas. Et s'il arrive, c'est parce qu'on l'a laissé arriver. En gros, non, c'est-à-dire parce que le bateau vient tout seul, le bateau vient tout seul. Ce n'est pas comme s'il arrivait escorté par des militaires ou autres, tu vois. Ce n'est pas plus intense, mais ça pourrait aussi être prévu à l'avance. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est ici à Nuevo León, tout près. D'ailleurs, là où nous sommes en train de diffuser en ce moment. Non, regardez, c'est le stade de la Coupe du Monde, pas le stade BBVA. Mais ce parc est en train d'être construit. Ça qui est là, oui, c'est une construction. Qu'est-ce qui est en construction ? C'est un immense parc qui est juste à côté et qu'on appelle le parc de l'eau. Pour être honnête, je ne sais pas, je n'ai pas pris le temps de lire sur le projet, de quoi il s'agit, mais c'est vrai que la taille est impressionnante. D'après ce que je comprends, il va y avoir de l'eau qui va passer en dessous, quelque chose comme ça, non? Oui. Et d'après ce que je comprends, cette eau, en plus de l'aspect esthétique, va servir comme une sorte de gestionnaire des eaux de pluie. Et tout cela pour quand il y aura une sécheresse. Donc je comprends que cela aura une fonction pratique pour la ville parce que parfois, ce sont juste de beaux ouvrages. Mais ils ne servent à rien. Mais qui ne servent à rien. Et qui consomment de l'eau, non? C'est-à-dire, tu te dis, c'est joli, non, ça a l'air joli, mais non, dans ce cas, du moins d'après ce qu'ils ont expliqué, on verra bien, vraiment. Le développement, comment ça se fait, mais en théorie, ce serait fait en pensant à ça, pas comme dans ce cas. Avoir comme une réserve, pour ainsi dire, d'eau, et en même temps que ça fonctionne comme un parc. Voilà, ce n'est pas que de l'extérieur. Parce qu'en vérité, nous devrions vraiment avoir tiré des leçons de la sécheresse que... Il y a, en plus de cela, de l'extérieur, on ne voit rien.
C'est-à-dire, de l'extérieur, on voit surtout beaucoup de grues comme ça, énormément de gens qui travaillent, mais je ne sais pas pourquoi ce parc est si collé au stade. Il est très proche, donc on n'arrive pas à voir, à apprécier. Quand on a vu l'image, mon père me l'a envoyé pour voir comment ça avance, tu vois. Il dit « Avancée du jour du parc de l'eau, cet espace est créé sur un côté. On doit avoir appris de la Coupe du Monde, il dit ici, bien sûr, parce que franchement, je ne vois pas comment ça pourrait être prêt pour la Coupe du Monde. Qu'on doit vraiment avoir tiré des leçons de la sécheresse qu'il y a. Mais bon, peut-être qu'on doit le faire. C'est... Qu'il ne manque plus rien, c'est-à-dire tout est déjà à chaque coin de rue. Mais bon, allons-y. Passons aussi à d'autres sujets, quelque chose de plus, passons à d'autres thèmes. Eh bien, donc, le FDI, eh bien, l'AIF, qui est la force de défense d'Israël, a dû prendre une décision un peu compliquée, mais ils doivent faire attention au nombre d'intercepteurs qu'ils ont, parce que, comme l'Iran lance, il faut se rappeler que sur ce qu'il a lancé, sur les missiles qu'il lance, 50% sont à caractère raciste. Oui, et ceux-ci consomment énormément d'intercepteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent d'un seul, et ils ont décidé de ne pas abattre certaines des sous-munitions de racisme iranien afin d'économiser les intercepteurs. Ces jours-ci, nous allons voir un peu plus de destruction à l'intérieur d'Israël, sur des voitures, dans certains bâtiments. Ils ont choisi cette option, pas l'autre. D'accord, alors, les missiles à sous-munitions, ils ne vont pas les intercepter avec le système RAU-3. Ils vont défendre? D'accord. Parce que, eh bien, comme nous vous l'avions dit, cela génère des sous-munitions. Dinia pose une bonne question. Pourquoi Macron ne condamne-t-il pas l'Iran et le Hezbollah pour les missiles à sous-munitions? En réalité, il l'a fait à de nombreuses reprises. C'est-à-dire à plusieurs reprises. Macron est sorti et a dit encore et encore qu'il est totalement contre les attaques qui ont été menées. Il l'a aussi dit à la société civile, n'est-ce pas? Il l'a répété de très nombreuses fois, il veut juste insister. Cette fois-ci, eh bien, cela attire notre attention. Mais c'est normal. C'est-à-dire qu'il aborde le sujet avec l'Iran, ce qui est peu courant, c'est qu'il fasse aussi une critique envers Israël. Presque. L'Europe ne fait pas trop attention à critiquer, enfin en général l'Occident, non, à critiquer Israël. Oui, c'est très difficile. Elle ne le fait presque jamais, c'est pour ça que ça a attiré l'attention, c'est pour ça que je le mentionne. Mais évidemment, l'Iran, ils l'ont critiqué, pratiquement tous les jours, ils sortent besoin pour critiquer l'Iran. Pedro Sánchez fait partie des rares à critiquer Israël. Sinon, presque aucun pays européen ne le fait vraiment. Il se trouve qu'il est à la présidence. Qu'est-ce que les malasses? Je commentais. Pourquoi? Pour moi, ce type de mention comporte 2 ou 3 niveaux d'analyse. Pas seulement ce qui concerne Pedro Sánchez et la France. Au fait, quels sont les pays où il y a le plus de chiites et quels sont les pays, en particulier la France? Quand les chiites commencent à partir en Europe, ils choisissent un pays. La France alors, la France a-t-elle beaucoup de liens avec cela? Et il faut se rappeler que Hezbollah, spécifiquement Hezbollah, le premier pays où il a commencé à opérer en dehors du Moyen-Orient, c'était la France. Ensuite, ils sont allés en Uruguay, au Paraguay, au Brésil, dans toute cette région du Sud, au Nicaragua, au Venezuela, mais la France a été le premier pays qui leur a été donné. De nombreuses biographies et documentaires expliquent comment ce groupe terroriste a commencé. Ce serait bien que vous y jetiez un œil, c'est vraiment intéressant, parce que vous voyez comment il y avait déjà un plan pour l'Europe. Clairement, surtout le schisme, c'est un sujet vraiment important. Ce groupe a une volonté d'expansion. Et c'est pour ça que cette situation avec Macron, pour moi, a cette signification où, disons, il subit aussi des pressions internes. C'est-à-dire, pour moi, j'ai eu cette impression qu'il doit faire passer ce message parce qu'en interne, il a aussi une poudrière qui peut leur causer beaucoup de problèmes. Parce que de toute façon, et l'Espagne aussi, oui, l'Espagne est dans la même situation. Oui, plus ou moins, oui. Parce que oui, quand tu as, qui sait quel est le pourcentage, ta population qui peut-être appartient à ce groupe, eh bien oui, je veux dire, pas que tous vont forcément faire ça. Mais et de ce groupe, tu sais, parce que l'intelligence espagnole est une intelligence, eh bien, qui a la réputation d'être très bonne. Dans le sens où ils savent, je veux dire, ils savent, tous sont ces groupes et tout ça.
Le truc, c'est qu'ils doivent un peu équilibrer les messages, parce que sinon, tout à coup, il y a encore plus de fous qui apparaissent. C'est dommage qu'ils doivent qu'en faire ça, mais bon, je pense que c'est aussi un peu par prudence. Non, oui, mais bon, passons aussi à d'autres sujets intéressants. Peut-être que cette nouvelle est la moins attendue ou la plus étrange de toutes. Mais les États-Unis en ce moment envisagent, attention, écoutez bien ceci, de lever les sanctions pétrolières contre l'Iran. Et où en sommes-nous? Que se passe-t-il? Alors, raconte-nous comment ça se passe. Eh bien, en ce moment, les États-Unis envisagent de lever ou d'assouplir partiellement les sanctions sur le pétrole iranien. Eh bien, face à la possibilité que le prix du pétrole atteigne près de 200 $, n'est-ce pas? Maintenant, l'Arabie saoudite estime déjà à plus de 160 $. Donc, eh bien, c'est un danger. Et voilà, le secrétaire au Trésor aujourd'hui, Scott Bassett, a proposé cela. Permettre la vente de jusqu'à 140 millions de barils qui sont déjà en mer, qui cherchent à augmenter. En mer ou qui soient déjà en mer. Oui, mais pas qu'il y en ait de nouveaux. Oui, je pense que c'est la mesure, pas ce qu'ils sont. Pareil pour la Russie. Pareil qu'avec la Russie. Exactement, d'accord? Ils cherchent à augmenter l'offre et à faire baisser les prix temporairement. Eh bien, cette mesure est un tournant très étrange, ce que nous voyons dans la politique des États-Unis, qui, eh bien, limite les exportations de l'Iran depuis des années et des années et des années. Selon les estimations officielles, l'effet sur les prix serait en réalité de courte durée, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'une baisse pendant 10 ou 14 jours, pas plus. Et les experts avertissent que l'impact serait limité car le volume est très faible. Pour la demande mondiale d'environ 100 millions de barils par jour, c'est ce que nous consommons, 100 millions de barils par jour. Et ce qui se trouve en mer, comme nous l'avons dit, c'est 140 millions de barils par jour. Ce n'est rien, c'est un jour. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si tu lançais $1 à l'Iran, c'est-à-dire c'est rien, vraiment rien. Dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui va changer ton fonctionnement. Mais j'imagine que cela doit être une exigence de la part d'un pays de la région, d'Asie surtout, qui dit « Écoute, regarde, il y a plusieurs pétroliers là-bas. Envoie-moi le pétrole de ce côté, des Iraniens qui circulent un moment comme ça sans... Non, et ne me mets pas d'amende, parce que c'est ça le problème. » Ou bien les États-Unis ne peuvent pas dire « Écoute, si tu achètes le pétrole, je vais te faire quelque chose. » Non, ils ne vont rien te faire. Parce que c'est ton pays. Si toi, simplement, tu dis « Bon, si tu lui achètes à lui, moi je ne fais pas d'affaires avec toi. » C'est ça que les pays ne veulent pas. Si un pays ne veut pas commercer avec les États-Unis, il peut acheter du pétrole à l'Iran ou ailleurs. Et donc il n'y a pas, comme eux, de petites astuces ici, là, qu'on fait, et c'est pour ça que ça se vend beaucoup. Comment on appelle ça? Le pétrole qui passe par la Malaisie, c'est-à-dire le pétrole, disons, sombre. Le pétrole fantôme, c'est la Russie et l'Iran qui l'acheminent vers la Malaisie. Ce pétrole était mélangé avec d'autres pétroles et ensuite il s'est vendu comme du pétrole propre, donc en gros c'est comme un blanchiment de pétrole. Parce qu'au moment de vérifier le pétrole, ils peuvent contrôler l'origine. Alors ils disent « Ah, regarde cette origine, d'où ?» Non, eh bien cette origine c'est des États-Unis ou je ne sais pas, n'est-ce pas? Et en le mélangeant, ils ne peuvent de plus voir que l'origine est vraiment iranienne. Donc là, ils ont fait cette magouille. Ce sont les Malaisiens qui font des affaires. Imaginez le gros business là-bas. Mais bon, évidemment, il y a beaucoup de critiques. C'est-à-dire, pour commencer, que ça ne sert à rien. Et deuxièmement, si c'est cette mesure sur le pétrole, alors où va-t-il, l'argent? Il va au régime, n'est-ce pas? Il va continuer à faire la guerre. Alors, eh bien, quelle est la logique là-dedans? Eh bien oui, exactement, non. C'est ça le sujet. Aussi, en parlant de l'Iran, pour conclure et parler d'autres sujets. L'Iran, selon ce que rapporte le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, il affirme qu'il estime, ou plutôt pas lui, mais les services de renseignement israéliens estiment qu'il leur reste 20 jours de guerre. Donc qu'est-ce qu'ils veulent donner ou qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Et je dis en fixant la date, non, c'est-à-dire le jour, disons, en prolongeant un peu plus, le 12 ou 13 avril.
En théorie, non, ça devrait déjà être terminé. À partir de là, pas que ça se termine, mais il devrait y avoir une baisse importante des attaques de l'Iran. D'après ce qu'il dit, « Je peux vous annoncer qu'aujourd'hui, l'Iran n'a plus la capacité d'enrichir de l'uranium et qu'il n'a plus la capacité de produire des missiles balistiques. » C'est ce que dit Netanyahou en y pensant. Les usines de missiles balistiques ont été attaquées, ce qui était l'une des lignes rouges qu'Israël voulait imposer. Autrement dit, comme il le disait, ces missiles ne peuvent pas être là. Oui, pour les missiles à courte portée, mais pas pour les balistiques. C'est un danger bien plus grand, surtout qu'ils ont déjà la technologie des missiles balistiques. Lorsqu'on possède une arme atomique, il est plus simple de l'adapter à un missile balistique qu'à une petite fusée, un drone ou autre. Alors ils disent donc qu'il leur reste essentiellement 28 jours de conflit. Ils disent « Après 20 jours, je peux vous annoncer que l'Iran n'aura plus de capacité. » Et maintenant, il affirme que dans ce contexte, dans cette idée, il dit « En atteignant l'offensive contre Téhéran, du 28 février jusqu'à maintenant, le pays aurait, disent-ils, attaqué essentiellement l'ensemble de son programme nucléaire. » Mais il ne dit rien sur Henrik de l'uranium. Oui, il affirme qu'ils ne peuvent plus l'enrichir. Non, mais où est l'uranium ? Ah non, eh bien c'est le mystère du siècle. Où est passé l'uranium? Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles il aurait été déplacé bien avant la guerre, pendant les 12 jours. Donc s'ils l'ont déplacé avant la guerre, pendant ces 12 jours, eh bien qui sait où il est? Honnêtement, je veux dire, cela peut aussi être le premier signe d'une sortie de la guerre. C'est-à-dire dire, bon, on a agi jusqu'à là, si le régime continue, eh bien ce ne sera plus mon problème, ça, que les gens fassent exactement ce qu'ils veulent. Je veux dire, eh bien, il a parlé de ces 20 jours, il a évité de fixer une date précise, il a dit ici, il a dit que ce n'est pas qu'il ne trouve pas les jours pour y mettre fin, mais bon, que 20 jours, c'est ce qu'il estime. Ce n'est pas une estimation précise, disons, ce n'est pas fixe, non, ce n'est pas fixe, c'est une approximation. En plus, il a demandé où est-ce qu'on en est, Jadma Khamenei, le soi-disant guide suprême, parce qu'il n'est pas apparu, on n'a pas vu son visage, on n'a absolument pas entendu sa voix. Et dans ce contexte, il dit qu'il y a des fissures au sein du gouvernement iranien. Et il l'a dit, disons, de façon très subtile. Il n'a pas prononcé ce mot, mais il a dit « Je ne dirai pas qui sera là, mais je pense que c'est une force pour la journée. » Ça laisse penser que Pahlavi pourrait en être. Parce que c'est lui qui a des contacts avec Israël, c'est lui qui a beaucoup fait campagne, pas pour faire tomber le régime iranien. Voyons voir. Je veux dire parce qu'en interne, lors de nombreuses manifestations, on a entendu son nom. Mais la seule façon de vraiment mesurer cela, c'est qu'il soit à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il parle avec différents clans, qu'il y ait des accords, qu'il parle avec les Kurdes, qu'il parle avec les gens qui... En ce moment, sont en Égypte, non? Oui, soi-disant non. Il était en Afrique du Sud il y a quelques jours, je ne sais pas s'il est déjà allé en Égypte. Tu te souviens qu'on en a parlé? On a vu la vidéo de son arrivée en Afrique du Sud. Mais ce sont peut-être d'anciennes images, je ne sais pas. Il publie tout, mais je ne sais pas si c'est vraiment à jour. Maintenant. Il a aussi dit quelque chose d'intéressant là-bas à Falajo, mais je ne veux pas qu'on s'égare, c'est la question des troupes. D'accord. Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais il a dit qu'en gros, ce n'est pas toujours nécessaire, les troupes au sol ne sont pas nécessaires pour des mouvements très spécifiques, c'est ce qu'il a dit. Il doit aussi y avoir un composant terrestre. Il existe de nombreuses possibilités pour ce composant terrestre et je me permets de ne pas les partager avec vous. Bien sûr, il ne va pas nous le dire aujourd'hui avec autant de monde. Eh bien, évidemment, en fait, celui-ci aussi. Donald Trump a affirmé qu'il n'avait pas l'intention que les États-Unis participent à une opération de ce type. Mais il dit « Je ne vais pas vous le dire et si je le faisais, je ne le dirais pas. Ne vous attendez donc pas à ce qu'on nous le dise. » Ils essaient de voir exactement, dit-il. Quant aux Kurdes, ils les arment et ne réfléchissent qu'au pas trop, dit-il. Si jamais les Kurdes, au moins, pourraient exercer plus de pression sur le terrain dans certaines zones. Non, le problème, c'est qu'ils manquent d'armes, ils ne sont pas assez armés. Et tellement d'armes, tellement d'armes. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de confrontation. Armée contre armée, je parle de ce conflit. Tout s'est fait, plutôt à distance, avec de l'artillerie, avec ce genre de choses.
Donc, peut-être que nous allons voir une phase différente de la guerre. Passons aux commentaires. Une fois, eh bien donc, un énorme salut à toute la communauté. Wilco, comment vas-tu? Très bien, Pantherita, comment ça va? Comment vas-tu? Francisco Arcerubro dit pardon, sans sucre, s'il te plaît. Tu veux un petit café tout de suite? On te le prépare ici, bien sûr. Salutations. Qui d'autre est-ce là? Celui-là m'a fermé la porte. Mais il dit Michael, comme c'était, il dit « Vous ne savez pas qu'en bas des montagnes, dit Michael, les salutations. » Une autre femme âgée qui se vantait beaucoup de ses biens. Suggère qu'il possède des bunkers et des villes sous la mine. Impressionnant, les vidéos restent dans les sous-titres, c'est ancien. Ce qu'il montre est impressionnant. Combien en reste-t-il? Eh bien, qui sait? Parce qu'il faut se rappeler que s'ils ont attaqué leur bunker, ils l'ont forcément fait avec des armes spéciales, avec ces bombes très lourdes qui sont justement conçues pour détruire des bunkers. Mais on sait aussi qu'ils ont une sorte de mur, une sorte de... Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Mais imagine que le bunker n'est pas tout droit. Il change, il fait comme des zigzags. En pensant que ce type d'arme ne marche pas, ou, si c'est le cas, n'affecte qu'une petite zone du bunker sans tout détruire. Donc il y a toujours, pour chaque arme, des choses de qui les contraignent. Oui, et ils se sont concentrés depuis des décennies sur la question d'être sous terre. Non, en fait, à la différence des bunkers du Hamas, qui d'ailleurs, ces bunkers, quelqu'un faisait le calcul en kilomètres, ils disent que les bunkers du Hamas à Gaza sont plus étendus que le métro de New York, c'est-à-dire que tout le métro de New York. C'est-à-dire pour qu'on imagine comment tout est sous terre, là-bas, connecté. C'est impressionnant, je veux dire, maintenant, avec ce qu'il en reste, non, mais bon, quoi d'autre que... Salutations à Enweyo, qui dit qu'on s'attend à ce que les Marines soient bien nourris avec du poulet KFC parce que cette île de Kars a besoin d'engrais. Avec mes salutations, merci. Salutations à Enweyo, bon, mais pour commencer, elle ne s'appelle même pas l'île de Kars, c'est-à-dire l'entrée, il faut chercher là, en regardant les détails des informations. C'est bien celui-ci? Je te salue chaleureusement. Je ne les mettrai pas là comme ça, juste comme ça, c'est-à-dire sinon. Salutations à Melinda, comme on dit. Toutes les montagnes sont des tunnels, dit Melinda. Salutations, très bonne journée. L'enfant prévient aussi, dit-elle. Les États-Unis quitteraient-ils l'OTAN à cause de la colère de Trump? Et il leur a déjà dit. Oui, eh bien, il est très courant que la colère... Oui, non, non. Le point, c'est que celui qui perd, c'est les États-Unis s'ils sortent. L'OTAN, eh bien, c'est un organisme qu'ils contrôlent pratiquement et qui a pas mal de puissance militaire, d'argent, etc. Donc oui, c'est compliqué, ou plutôt il s'agit de mettre un peu de pression pour que les choses changent. Ce qui avait été convenu, c'était 5%, à l'exception du Venezuela, de l'Espagne. Pardon, salutations aussi au père de Nova. Salutations, merci beaucoup pour votre super chat. Super chat, merci beaucoup. Papa de Nova, salutations. Et Moro Pépé dit joyeuse fête des José, à tous ceux qui s'appellent José, non. Joyeuse fête, des José, des Pépé, non. Super, salutations. Salutations à toi et à Verder. Si tu veux voir un autre pays en pleine destruction et misère... Eh bien oui. Il est plongé dans la destruction et la misère, également à cause de son propre régime. Maintenant, oui, mais non, pas dans la misère à proprement parler. Je veux dire, oui, une crise énorme, mais si tu regardes les bâtiments et la situation. Au bout du compte, l'idéal serait qu'on n'en arrive pas à ce genre de situation. C'est terrible, évidemment. Et tu vois comment, eh bien, ils sont en train de construire cette idée de ce qu'ils appellent, tu sais, l'axe, non? Le fameux axe du mal, comme ils disent. Ces choses-là, eh bien, ça aussi, ça a été construite. En pensant à ce genre de guerre, parce que c'est une guerre qui, dans n'importe quel autre pays pacifique, normal, une guerre comme ça, eh bien, elle se termine en 2 ou 3 jours. Oui, parce qu'on ne pense pas à ça, c'est-à-dire on ne pense pas au conflit, ni à pouvoir fonctionner dans des circonstances aussi inhabituelles. Non, c'est juste pour voir la différence. Le cas par exemple du Venezuela, le cas de l'Iran, eh bien ce sont des choses totalement différentes. Totalement, oui. Non, ici en Amérique, nous ne sommes pas habitués à de tels niveaux, n'est-ce pas? Ils affirment qu'il y avait sur les îles des tunnels avec des bateaux, des armes et des drones.
C'est ça, non, ils étaient vraiment énormes. Il y avait ces camions, comment on les appelle, des blindés. Il y avait énormément de blindés, énormément de missiles. Eh bien, les vidéos, n'est-ce pas? Merci Francisco, salutations. Dit Martha Yolanda. L'axe de la mer se trouve des deux côtés. Total 2. Les deux où tous ont une queue, qu'on leur demande, certains plus que d'autres. Mais au final, il y a de la saleté partout. Définitivement, Dit Martha Yolanda, pauvre jeune marin nord-américain, inutile de mourir pour l'obsession de deux vieillards ambitieux. Salutations, Martha. ils commencent à se battre là au milieu. Oui. Oui, salutations à Francis, mais à qui? On ne sait même plus, ni avec qui. Avec qui? Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Francis Carstens, de 3 grandes guerres dans le monde. Écoute, voyons, il y a l'Ukraine et la Russie, il y a l'Iran, Israël, les États-Unis, et puis le Pakistan. Non, celle-là est déjà faite. Ils ont déjà conclu une trêve. Non, la guerre, c'est la guerre, tu vois. Continuez, non, ils ont demandé une trêve, une trêve, une trêve. Non, c'est une trêve, mais ça fait partie de la guerre. Oui, enfin, ils ne se sont pas déclarés... Non, ça c'est la guerre, ça continue. C'est encore une guerre ouverte, mais bon. Et puis il y a le Cambodge, la Thaïlande, mais eux se sont déclarés belligérants. Non, Non, ils se disputent sans se faire la guerre. non, ce n'était pas la Thaïlande. Oui, oui, oui. Oui, oui, répond Victor Louchako. Je sais que ce n'est pas un jour de film, mais avez-vous vu le remue-ménage en Espagne autour du nouveau film Torrent Président, une satire du gouvernement de Peter? Très dur, oui, j'ai vu qu'il s'appelait Torrent Président et je me suis demandé si c'était bien le personnage de Torrent. Je ne sais pas si nous en avons vu 2. Oh, non. Oui, j'en ai vu 3 ou 4, oui. J'en ai vu une où il est avec le gamin qu'ils disent être l'un des plus dégoûtants du monde et une autre où il n'est pas avec moi. Je te l'ai mise parce que je ne l'avais pas vue. Oui, oui, je ne l'avais pas vue. Oui, c'est-à-dire, c'est que Torrent est... Qui est Torrent? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pozo Torrent est une sorte de policier d'investigation, un peu comme un détective. Mais en réalité, il ne travaille même pas pour le gouvernement ni rien, en fait, il est un peu comme moi. Ce que je comprends, c'est que il vit dans son propre monde, en gros, mais il est très vulgaire, très corrompu, il est très grossier, mais il est très drôle. C'est un personnage très intéressant qui me... Je ne sais pas si peut-être ici, je ne sais pas s'il a eu du succès ici au Mexique. Eh bien, je pense qu'ils n'ont pas su le vendre ici parce que je crois que les gens aimeraient les beaucoup. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'il a évidemment des blagues très, évidemment à l'espagnol, non? Donc, parfois, peut-être que c'est ça aussi. Si ici, ils envoient un film comme ça, avec un style de farce, eh bien, avec les blagues d'ici, ils ne vont pas les comprendre. Peut-être, je ne sais pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, là, il faudrait voir, mais c'est très bon, très, très drôle. Moi, je m'amuse beaucoup avec celles de Torrent, elles sont très drôles. Et en plus, ils font de la satire, ils critiquent, et ils font ça, eh bien, celle-ci, la dernière, enfin non, les dernières. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 que je n'ai pas vues, je ne sais même plus combien. Ils disaient qu'on ferait quoi si on envoyait les bombes atomiques, qu'ils allaient les tuer. Tu les aimes? Salutations Melinda, salutations Cléo. Aussi à Cléo Vasquez, à Bloqueo Barreras. Et oui, qui a fourni l'uranium? Le Venezuela qui a fourni le... Je ne sais pas si c'est le Venezuela ou en partie le Venezuela ou la Russie. Si vous le savez et partagez mon avis... Aussi, l'un des pays africains aussi. Ils ont là-bas leur... une chose, c'est qu'ils irent de l'uranium, et une autre chose, c'est que L'enrichissent. l'enrichissent. Donc le problème avec eux, eh bien, c'est la capacité d'enrichissement qui inquiète, il dit. Marcellé, il dit « santé de la transmission précédente ». Le Costa Rica n'est pas sur la liste des millionnaires pros. Nous sommes ça parmi les pays les plus heureux, mais nous sommes parmi les pays les plus heureux. Oui, l'argent à foison, ce n'est pas toujours le bonheur pour Avida, c'est ça, Marcella? Non, eh bien, vous êtes donc toujours sur la liste des pays les plus heureux. Et celui-ci se distingue toujours dans cette partie du monde, du continent. Oui, il n'y avait ni le Canada, ni les États-Unis, donc c'est le seul pays du continent dans le top 10. Toujours des salutations à Rubro, dit Adriane Gilbert. Torrente, tu me dois 6000 pesetas de whisky. Haha, salutations, Adriane. Salutations, Adriane, dit Torrent à Marbella. Excellent. Il y en a plusieurs. J'en mettrai une ici à la maison un jour, on verra. Si ça lui plaît, si ça lui dit, eh bien, je vous en mettrai d'autres. Non, on va voir, on va faire l'expérience. Il dit, Wekov, la Russie est toujours derrière tout ça. Santé, Wekov. Santé, Wekov, comment vas-tu? Très bien. Énorme santé. Aussi très bonne. C'est toute la communauté qui nous regarde en différé. Le Papa Nueva, je ne sais pas s'il a fait une blague aujourd'hui ou pas. Non sé porque se me corta. La transmission est terminée. Santé.
Panterita. Santé, Panterita, très bien. Et tu racontes, Banderas. Salutations, et les sanaires et les délégués. J'ai été plus. Fidèle à Madame Adèle. Sinon, où est-elle? Elle s'est vendue au meilleur poste. Au moins, elle n'a pas perdu maintenant, parce qu'elle a donné pour ses dents. Pour ses dents, mais Et ses proches, son frère. ses proches au cas où aussi. Torrente. Saludos à Marcella Riquelme. Voici Marcella et environ 6. D'accord? J'ai fait l'expérience pour la donner à mon père avant qu'on me fasse. Ou bien celle-ci m'a plu. S'il n'a pas adoré, enfin, je me suis dit non, je ne sais pas, je pensais qu'il n'allait pas comprendre. Les blagues. Non, ce n'était pas récent. Parfait. Ici, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que, comme tu le dis toujours, je ne les comprends pas parce qu'ils parlent très vite. Bon, Torrent parle très très vite et il fait beaucoup de petites blagues comme ça, mais bon, enfin, oui, ça m'a beaucoup plu, j'ai envie de continuer, parce que je suppose que oui, j'espère que ça va leur plaire ici et j'imagine que c'est comme un avant. Ici au Mexique, il y avait un groupe de policiers qui s'appelait la police judiciaire, non? Et donc tu les voyais et c'était très facile de les identifier. C'était à l'époque où la police n'était pas modernisée, disons, donc c'était donc des types comme ça, toujours avec des lunettes, souvent bedonnants, avec des bottes, mais habillés en costume, mais avec des bottes, dans de vieilles grosses voitures. Eh bien, parce que c'était comme ça avant, donc quand je les voyais, pour moi c'était comme lui. Comme le stéréotype de ce qu'étaient les policiers judiciaires avant, dans tous les pays, j'imagine qu'il y a eu une période comme ça. Et quand ils montrent, par exemple, certains policiers aux États-Unis qui sont critiqués, c'est pareil là-bas aussi. Comme dans Les Simpsons, par exemple, où ils montrent ce personnage, le chef Gorgory qui est super bedonnant et toujours avec des donuts, c'est un peu leur torrent à eux, en gros, dans Les Simpsons, aux États-Unis. Ils ont leur torrent avec Gorgory. Ici, il manque quelqu'un le plus... Le plus proche, c'est Le plus proche, c'est celui de l'Est. celui de Como. Comme le dit la phrase, il y a là papa Angela. Parmi tes enfants, il pleure sans papa. Tes enfants pleurent. C'est un peu comme le torrent d'ici. Je ne sais pas. Tiene que ser en Prime. Además vimos un capítulo que se veía buena. ¿Cómo se llama la serie? No me acuerdo. El que- capitán algo creo que se Sí, llama. hay que verla, hay que verla. Je pense qu'une des philosophies de Triquicia est de remercier pour ce que l'on a, si on peut obtenir plus, sinon remercier pour ce qui est là. Santé à Dolbeska, c'est de retour, une blessure au genou. Comment ça s'est passé? Et salutations à Roberto Carreras. Comment être Roberto? Merci, Salutations. il dit. S'ils amènent les voitures, qu'ils les identifient tout de suite, celles-là en plus ils ont le gros flingue. Mais oui. Pero sí. Dice Adrian Giller, chécate la de... C'est une histoire vraie. Un plongeur est tombé à court d'oxygène. Ah, va. Ok. Salutations à, il dit salutations à Vicky. C'est la dernière qui vient tout juste de sortir il y a 2 jours. Mais avec le sujet de la corruption du gouvernement, elle est devenue très célèbre. Elle parle de tout ce qui se passe et critique les gauchistes ainsi que les autres aussi. Oui, Tout le monde a tout. il n'y en a pas un seul, ni ici, ni là-bas, ni où que tu cherches, qui soit épargné. Enfin, si, un, Bernie Sanders. Bon, C'est que vous avez... Sanders s'est lancé. Une discussion avec des codes, bien sûr, c'est intéressant, j'espère que plus de politiciens feront ça. Cet exercice s'est déroulé ici, Sanders l'a présenté. J'ai la vidéo ici, regarde, elle est là. C'est-à-dire, à 60 ans, Sanders s'assoit devant le téléphone portable. Imagine-toi là, et il a une conversation avec Clave, oui, c'est-à-dire avec lui. Avec lui, par exemple, le chat GPT, mais celui de Cloud, et il a une conversation pour analyser. Et il lui dit, bon, voyons, et dis-moi. Eh bien, quelle est l'idée? Parce que les entreprises d'intelligence artificielle, eh bien, elles obtiennent toutes ces informations de nous. Lesquelles? À quoi ça leur sert, à eux? Et il dit quelque chose comme pour gagner de l'argent. C'est ça, je veux dire, parce que les intelligences, plus ou moins, tôt ou tard, ou en théorie, non, en théorie, non. dans le fait de te dire les choses, te dire la vérité, c'est-à-dire oui, non, eh bien non, il a dit non. Oui, je l'ai entendu et c'est comme ça que je l'ai entendu, mais généralement, les autres essaient de ne pas être aussi directs, aussi catégoriques.
Je crois que cloud, c'est la première fois que je l'entends, jamais entendu avant. Oui, c'était plus catégorique. Eh bien, l'entretien est bon. J'aimerais que d'autres politiciens fassent ça parce que parfois il y a cette idée des politiciens, ce rejet absolu, non? Et qu'ils aillent à toutes les IA et ceux qui... Et il a dit, voyons, parlons-en et voyons les parties critiques, non? Et il dit d'accord, puis il demande à Claude, toi, lesquels penses-tu que ce sont les défis des idées pour les gens, pour les emplois des gens? Et donc il dit, l'idée ne possède pas ceci, 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 ceci. Et tu penses qu'il en est conscient? Alors, je veux dire, c'est une critique, mais en parlant directement avec lui, avec le GPT, vraiment, avec lui, avec l'intelligence, non? J'ai trouvé ça très intéressant, je veux dire. Parfois, il manque ce genre de critique, non? C'est-à-dire de ne pas nier. Non, il ne s'agit pas juste de te fermer, mais de t'ouvrir et de débattre. Et ensuite que chacun tire ses propres conclusions. Parce qu'ici, on ne te dit pas que ceci est bien ou que cela est mal. Simplement. Quels sont les défis et que peut-on faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, la régulation. La régulation, pourquoi? Pour défendre certains emplois, n'est-ce pas? Pour défendre, eh bien, certaines choses qui, au final, pourraient nous disparaître. Si on ne fait pas attention, parce que c'est, eh bien, ces informations que, je veux dire, nous offrons gratuitement aux entreprises, en fait, à toutes les entreprises. D'ailleurs, c'est ce qu'on te dit. Dans l'entretien, il dit « Bon, ce n'était pas mal fait ». Mais en général, toutes les plateformes analysent du tout. Elles analysent, bon, par exemple, tu es en train de regarder une page et tu fais défiler la page comme ça, et elles analysent, bon, par exemple, tout, jusqu'aux microsecondes près. Si tu as fait défiler plus haut, si tu as fait défiler plus bas, si tu l'as fait rapidement, alors ces entreprises ont la capacité de connaître exactement tous nos goûts. Tu es si impulsif pour acheter. Quel est le prix? Le prix, et moi, tu sais, cette personne est-elle prête à payer plus cher? On va augmenter, te présenter des choses, même s'il y a de bonnes options à un prix inférieur. Ils te montrent des choses de plus en plus chères, de plus en plus chères. Sur Amazon, ils utilisent beaucoup cette technique. Eh bien, le point, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent ici, dans cette conversation qu'ils ont, et que ce sont exactement les mêmes méthodes que les groupes politiques utilisent aussi. Et si de toute la gauche à la droite, tous les groupes politiques cherchent à influencer le plus possible directement tes goûts. C'est aussi pour ça qu'on voit plus de polarisation, parce que les gens de gauche et de droite savent exactement quoi leur dire, A estas personas qu'ils pensent ceci puis cela pour qu'ils votent pour eux. Ils les atteignent comme ça, comme on dit, ils leur caressent l'oreille parfaitement parce qu'ils ont toutes les informations sur le secteur qu'ils veulent cibler. Et ils disent « Ah, regarde, eux, ils ont peur de ça, de ça, de ça, de ça, dis-leur ce qu'ils ont besoin d'entendre. » Et c'est fini, et ils les tiennent ici, pas dans la paume de la main. Alors, ce sont des choses qui se passent en ce moment, mais qui ne sont pas remises en question. Et là, peu importe la droite ou la gauche, ce qui compte, c'est que ce soit régulé et compris. Ça va commencer, il faut que les gens soient conscients de ce qui se passe. Merci, Anna. muchas gracias. Salutations. Un grand merci parce qu'Anna nous soutient depuis longtemps. Merci beaucoup, Anna Félix. Au fait, salut. Comment vas-tu, Ofé Mendez? Comment vas-tu? Un grand salut, Ofé. Comment ça va? Le film s'appelle Coup à ma porte, un vieux film de 1994 sur la dictature. Je te le recommande, Marcella. Excellent. Coups à ma porte. Nous sommes en train de finir celle de Non, le film Non. Oui, n'est-ce pas? Et moi, les gaines, les lunettes de soleil qui me vont le mieux sont celles de type judiciaire, les aviateurs. Tu sais que oui. Moi, je les adore, oui. Elles sont cool. Elle dit, Adriane, c'est une ancienne policière nationale, une ivrognesse de l'époque du fascisme. Est-ce qu'il reste vraiment fanatique avec son Athletica? Salutations. Aussi à ce qu'il y a de plus incorrect au monde. C'est lui, comment s'appelle ce torrent. Et à cette époque, il est idéal. Le personnage est plus vivant que jamais, on a besoin de ce genre de personnage, lui, quoi d'autre? Dit Adriane. Je ne vais pas t'attendre, mais tu vas halluciner, dit Félix Serraza. Ici à Chihuahua, aujourd'hui ce sont des agents ministériels, PMI, police ministérielle, enquêteurs. Salutations à Sri Pepe. Tu les reconnais même au Chili, Colorado, avec des lunettes de soleil, le classique Vas-y. Vas-y. Pour que tu ne vois pas d'où ils viennent. Merci.
Je vais vérifier ce qu'Adrian a dit sur Twitch, d'accord, je vais vérifier, pour voir ce qu'il en est. Oui, je vais vérifier, pour voir si on peut diffuser en même temps là-bas. Je veux dire, je sais que c'est possible. Plutôt celui-ci. Pour les transmissions courtes, on va essayer ainsi pour voir le résultat, et si ça fonctionne, on appliquera aussi aux transmissions longues. Nous avons fait un essai. Bon, les courtes, nous les avons diffusées. Nous sommes aussi en direct sur Facebook, seulement pour les courtes, pas pour les longues. Parce que parfois, quand on diffusait comme ça, il y avait, un décalage de la voix et il y avait des soucis. Donc il faudrait faire des essais plus tard, pour voir si ça marche bien. Il est dit dans le commentaire « Hier, j'ai déjà mis ma petite maman dans sa nouvelle tombe. Ah, c'est bien que ça se soit résolu. Anna, tu te souviens ?» Elle avait? Le problème de ce que c'est curieux. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Enfin, comme l'espace, parce que... Mais bon, c'est bien que ce soit résolu. Je t'envoie un énorme salut, il dit. Nous changerons le nom en Santa Ana des adhésions, il dit. Allez, salutations Tapatia, comment tu vas? Très bien ce type. Bon, allons-y. Allons-y les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp et sur Telegram et aussi sur Facebook, X et Instagram. Il dit. Salutations du Venezuela, il dit. En attendant ici. Que cet argent du pétrole qui entre dans la rue de Trump, Delcy le mette dans un salaire digne, il dit. Alan Ri, comment vas-tu Alan Ri? Salutations OFE, Anna, Adrian, à toute la communauté, super, il dit. Bien sûr, si tu peux, tu auras plus de followers. D'accord Adrian, je vais vérifier comment ça se fait et que ça se mette en place. Un énorme salut, merci beaucoup, portez-vous bien, on se voit demain. À bientôt. Nous interrompons la journée 2. Gracias. Organisé, à vrai dire. C'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réel. Ici, nous l'analysons, perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct. Pépé contrôle le signal et Astrid dit la vérité. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui, monsieur. On fait l'appel. Abonne-toi.